Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Cette semaine, pour vous, Anne-Marie Bérubé, une jeune arbitre qui a participé aux derniers Jeux du Canada. Le joueur de centre des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, nous parle de son parcours au hockey mineur. Et une entrevue avec la voix officielle des Canadiens, l'annonceur maison, Michel Lacroix. Hockey le magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Et de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Lors d'un match au Centre Bell, la voix des Canadiens de Montréal fait hurler la foule. Hurler de joie lorsqu'elle annonce un but, mais aussi de colère lorsqu'il s'agit d'une pénalité. Seule cette voix parvient à nous donner la chair de poule en prononçant le simple nom d'un joueur de hockey. Et cette voix unique est celle de Michel Lacroix. Michel, peux-tu nous dire tout d'abord, mais d'où vient cette voix? Sais-tu, je ne sais pas, je l'ignore tout à fait. On me demande souvent, est-ce que tu as pris des cours? J'ai pas pris de cours. Est-ce que j'ai pris des cours de chant? Je n'ai pas pris de cours de chant, je chante très mal. Mais c'est un outil de travail avec lequel je compose et depuis 40 ans déjà. Et puis, je la garde précieusement, j'y fais attention. Mais occasionnellement, je t'avoue que je me laisse aller à faire hurler les gens et à les faire choquer aussi. Justement, selon toi, quels sont les éléments clés à maîtriser pour un annonceur dans un amphithéâtre comme le Centre Bell? Écoute, je pense que c'est de saisir un petit peu ce qui se passe autour, d'être conscient qu'il y a ici 21 000 spectateurs qui suivent attentivement le match, les faire réagir s'il y a un but, être calme lorsqu'il y a une pénalité, mais moi, je suis un petit peu, je te dirais, le trait d'union entre le club de hockey canadien et les amateurs. Le trait d'union entre ce qui se passe sur la glace et ce qui se passe dans les estrades. Alors, on doit y aller avec le flot du match et puis se dire, par exemple, « Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue chez nous. 21 000 spectateurs sont au Centre Bell. Je vous accueille ce soir, ça me fait plaisir. » On y va avec les hymnes nationaux, le match. Il y a toujours quelque chose à surveiller. Et c'est généralement, je le dis, le ton qui va probablement dicter la réaction de la foule. Une histoire qui est triste, ben, le ton va être en conséquence. Un ton joyeux quand il y a un but. Il y a une foule de choses qu'on peut faire. Mais généralement, j'opte surtout pour les hurlements et les buts. Je les aime bien. Du côté du Canadien, bien sûr. Exactement, c'est ce que j'allais te demander à titre d'annonceur du Centre Bell. Est-ce que tu favorises l'équipe locale? Ben oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis avec les Canadiens de Montréal, je suis employé des Canadiens de Montréal. Les autres personnes qui sont avec moi dans les pénalités travaillent pour la Ligue nationale de hockey. Il y a une énorme différence. Eux, en principe, doivent être neutres, alors que moi, je peux me permettre certains écarts, surtout quand il y a un but, mais jamais quand il y a une pénalité. Ne pas montrer, par exemple, à l'officiel que je désapprouve sa décision. Il faut être calme, il faut être prudent, il faut être patient. Alors que quand je fais le même travail, mais sur la scène internationale aux Jeux olympiques, là, évidemment, la neutralité est importante et la neutralité est requise parce que, qui suis-je pour prendre plus pour la Finlande que pour la Suède, évidemment, pour les États-Unis ou même le Canada? Justement, tu parles des Jeux olympiques. Avec ta carrière t'a mené aux 4 coins du monde. Tous les athlètes, tous les joueurs que tu as présentés, tu les as présentés d'une manière impeccable. Quel est ton truc pour la prononciation, Michel? D'aller voir les athlètes eux-mêmes et de leur demander, tout simplement. Bon, on annonce ça comment? Comment est-ce que tu veux que je l'annonce? Il y en a qui ont certaines particularités, d'autres, c'est quand même relativement simple. Du côté, je pense, des Canadiens anglais, les Américains, ça va. Côté québécois, je n'ai pas tellement de difficultés. Mais lorsqu'on fait affaire avec des joueurs d'origine russe, tchèque, finlandaise, peu importe, on va les voir. Quand on n'est pas sûr, on leur demande. Eux, il y en a certains qui vont préférer la présentation nord-américaine. C'était le cas de, notamment, Alexei Kovalev. En russe, c'était Alexei Kovalev. Mais lui nous avait demandé, est-ce que tu peux m'annoncer comme étant Alex Kovalev? Parfait. Il y en a d'autres sur la scène internationale qui, d'origine suédoise, par exemple, Peter Forsberg, on l'annonce ici de façon nord-américaine. Lorsqu'on arrivait sur la scène internationale aux Jeux olympiques, c'était Peter Forsberg. Alors, c'était totalement différent, mais c'était davantage Forsberg que Forsberg. Alors,
rien de mieux que d'aller voir l'athlète lui-même pour être sûr et certain que la prononciation sera exacte. Et lorsque l'athlète dit « oui, ça me convient, c'est parfait », c'est ce qu'on utilise pour la prononciation. Si on revient encore au hockey, quand on se promène dans les différents amphithéâtres de la Ligue nationale, chaque annonceur a un peu sa personnalité. Il y en a qui sont une personnalité très explosive, plus criarde, d'autres plus traditionnelles. Comment est-ce que tu qualifierais la personnalité de l'annonceur du Centre Bell? Je dirais... moi, je pense que je suis probablement un des plus vieux, sinon le plus vieux dans la Ligue nationale de hockey, parce que ça va faire 40 ans l'an prochain. Mais je dirais un peu... parce qu'il faut aller avec... Et ça dépend des circonstances. Il y a des fois où on va se laisser... ça va être vraiment la frénésie dans la foule lors des séries éliminatoires. Alors là, on en met. Sans crier, on permet aux spectateurs d'embarquer dans le jeu. Moi, je te dirais que je suis plutôt... du style dynamique et conservateur. Parfait, c'est un bon mix, juste un milieu. Michel, on se trouve présentement dans ton studio, dans ton environnement de travail lorsqu'il y a des matchs au Centre Bell. Peux-tu nous expliquer un peu qui sont tes compagnons ici, puis comment ça fonctionne une soirée normale? Regarde, c'est très simple. Là, ça, c'est le banc de pénalité des Canadiens de Montréal. Il y a donc un préposé qui est là. Ici, c'est le coordonnateur commercial. C'est celui qui va demander les pauses publicitaires pour la télé. Et celui qui est préposé ici maintenant a aussi la responsabilité de ce petit truc avec l'écran lorsque l'arbitre voudra voir une reprise, lorsqu'il y a contestation de l'entraîneur. Uniquement contestation de l'entraîneur, ça se passe de ce côté-ci. Ça, c'est le coordonnateur commercial pour les pauses publicitaires. Ensuite, ça, c'est mon espace à moi. Il y a le chronométreur aux pénalités, qui a lui aussi droit de regard sur les reprises vidéo avec les écouteurs en fonction de ce qui sera décidé à Toronto. Et il y a tout au bout le préposé banc des pénalités pour l'équipe qui visite. Et il s'occupe également de la gestion des rondelles qui sont dans le congélateur et qui sont changées, on espère le plus souvent possible, à peu près à toutes les 3-4 minutes. Question d'obtenir les meilleures conditions de jeu possibles. Michel Lacroix, merci d'avoir participé à notre émission et de nous avoir invités dans ton espace. On te souhaite un super match. Mon beau condo. Oui, ton beau condo moderne et bien rénové. Voilà. Merci Marie. Beaucoup. Cette semaine, pour la question quiz, question « Qui suis-je » ? Au début des années 2000, en 3 ans, je suis passé des rangs midget 3A à la Ligue nationale de hockey. Les choix de réponse. A. Marc-Édouard Vlasic. B. Antoine Vermette. Ou C. Patrice Bergeron. La réponse, après la pause. La réponse, C. En 2001-2002, Patrice Bergeron a joué midget 3A pour le Blizzard du séminaire Saint-François. La saison suivante, il a enregistré 73 points en 70 matchs avec le Titan d'Acadie Batters de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'automne suivant, il accédait à la surprise générale à la Ligue nationale de hockey à 18 ans avec les Bruins de Boston. Nous avons d'ailleurs rencontré le double médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2010 et 2014, Patrice Bergeron. Moi, j'ai commencé, je viens de la région de Québec, donc j'ai commencé un petit peu sur la rive sud de Québec pour mon MAG, le MAG 1 à 5 jusqu'au novice A, puis Atome aussi, Atome 2A, 2 années de suite. Puis ensuite, on a déménagé sur la rive nord, donc après ça, j'étais pour l'organisation des gouverneurs de Sainte-Foy jusqu'au midget 3, dans le fond. La première édition du Blizzard du séminaire Saint-François, midget 3, j'ai fait partie de ça. Puis ensuite de ça, j'ai été repêché par le Titan d'Acadie Batters au junior majeur. Dans ta carrière professionnelle, tu as eu des obstacles. J'imagine que tu en as eu aussi au hockey mineur. Est-ce que tu as des obstacles ou des embûches que tu as dû surmonter? Bien, plus jeune, j'avais un petit gabarit, j'étais vraiment un petit joueur. Puis ça a duré même au niveau bantam. Puis oui, tu peux encore t'en sortir, là, mais il reste qu'au niveau bantam, lorsque les mises en échec, puis le jeu physique vient en ligne de compte, c'était plus difficile de ce côté-là. Donc c'est sûr, c'était un gros obstacle pour moi pour les premières saisons, les 2 premières années de bantam. Puis en deuxième année, j'ai commencé un petit peu plus à grandir. Puis Ninja 3, même chose, j'ai encore continué à prendre... ma stature physique a commencé à continuer à grandir, donc ça m'a aidé beaucoup. Puis
Mais ça, c'est un défi de ce côté-là. T'as-tu tout le temps joué à l'attaque? On faisait une rotation au niveau mag, puis vraiment novice les premières années. Tu fais un petit peu une rotation, là, tu touches à toutes les positions, puis même gardien. Puis j'ai toujours refusé d'aller dans les buts ou même, j'allais quelques fois en défense, mais le plus que je pouvais, si je pouvais jouer à l'attaque, je le faisais. Donc ça a toujours été la position dont je voulais jouer, puis que je voyais pas vraiment d'autres options là, pour moi si je voulais continuer. Quand tu penses à ton hockey mineur, est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête tout de suite? Bien, je pense qu'il y a des belles expériences qui se sont vécues à chaque année. Là. Juste au niveau Pee-Wee, mais participer au tournoi Pee-Wee du Carnaval. On a eu la chance de représenter les petits Nordiques à cause de la 40e édition du tournoi. Donc ça, c'était quelque chose d'assez spécial. J'étais un fan des Nordiques en grandissant. On n'a pas réussi à jouer. On a joué 2 matchs, mais il reste que c'était une belle expérience pareille. Puis, mais ma plus belle année, je pense, ça a été ma 2e année Bantam 2A. J'ai joué avec beaucoup des amis que j'ai encore maintenant, donc on était tous dans la même équipe. Puis on a eu la chance de gagner les séries puis se rendre aux provinciaux, donc c'était vraiment une belle saison pour nous. Donc, le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est pas mal ton tournoi qui t'a marqué le plus? Oui, définitivement. Je pense que le plus haut tournoi, c'est vraiment le tournoi Pee-Wee parce que premièrement, tu joues au Colisée, un grand aréna avec environ 15 000 places. Je représentais les petits Nordiques, donc on a joué contre le petit Canadien au match d'ouverture, dans le fond, puis il y avait 10 000 personnes dans les estrades. Donc à cet âge-là, c'est sûr que c'est assez impressionnant d'avoir la chance de jouer devant autant de partisans, puis j'en garde vraiment des bons souvenirs. Puis plus jeune, est-ce que tu avais des idoles, des joueurs que tu regardais puis tu voulais faire comme eux? J'ai toujours eu... j'étais un partisan des Nordiques, donc j'ai toujours aimé Joe Sakic, mais vraiment mon joueur préféré, si je n'avais à choisir un, c'était toujours Peter Forsberg. J'aimais la façon dont il jouait, son intensité sur la glace, puis aussi évidemment ses habiletés. Donc ça a toujours été une personne que je regardais. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune, justement, qui est là, il joue au hockey mineur, puis qui rêve de faire comme toi, carrière dans la Ligue nationale? C'est cliché, mais vraiment de croire en ses rêves, d'y croire. Je pense pas grand monde qui m'aurait compté parmi les gars qui auraient percé dans la Ligue nationale plus jeune. Que ce soit par mon gabarit ou même des fois par la façon dont la saison se déroulait. Il y avait des joueurs des fois qui étaient plus dominants que moi, mais il reste que j'ai travaillé extrêmement fort pour me rendre ce que je suis. Puis c'est vraiment d'y croire puis s'amuser aussi. Je pense que tu peux pas atteindre tes objectifs si tu t'amuses pas là-dedans, si tu vas pas à ton plein potentiel. Donc c'est vraiment important de croire en tes rêves, mais aussi de t'amuser puis de t'écouter là-dedans. Le portrait de la semaine, une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. Donc moi, j'ai commencé à l'âge de 20 ans à arbitrer. C'est tard pour un officiel. Normalement, les arbitres commencent à arbitrer vers l'âge de 13 ou 14 ans. Moi, je suis attitrée plus à la fonction d'arbitre, arbitre en chef. J'arbitre plus des ligues de nature provinciale, donc j'arbitre plus, par exemple, des ligues collégiales, plus dans les ligues féminines, par exemple, les ligues collégiales, les ligues midget 3, j'arbitre des ligues universitaires, la Ligue canadienne, qu'on appelle la Ligue nationale féminine, si on veut. Puis du côté plus masculine, j'arbitre, par exemple, du midget espoir, du bantam 3A. Puis quand tu embarques sur la glace, est-ce que tu sens quelconque préjugé vu que tu es une femme officielle ou c'est plus le cas du tout aujourd'hui? Quand j'arbitre des ligues féminines, pas du tout. Puis quand j'embarque sur la glace pour des ligues masculines, c'est sûr qu'il y a une certaine réticence. Ça, c'est de nature, ça fait partie du jeu. Puis ça, on le sait, puis on est habitué. Si tu me parlais un peu de la situation des officielles féminines au Québec, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Vous êtes combien environ là, de nos jours? On est de plus en plus. Par exemple, si je prends la situation à Laval, comparativement à quand moi j'ai commencé. Quand moi j'ai commencé, on était seulement que 3. Si je compare à la situation de cette année, on est environ une 12aine. Moi, mon travail, si je compare ma fonction administrative dans ma région, c'est de faire la promotion des officiels féminins. Donc, c'est sûr que moi, je travaille de mon côté à promouvoir l'arbitrage. Du même titre que le travail en tant que joueur féminin, on promouvoit le hockey féminin, bien moi, je promouvois l'arbitrage féminin.
depuis que moi, j'ai commencé à arbitrer, je connais des modèles depuis que moi, je suis rentrée dans le milieu de l'arbitrage. Des collègues comme, mettons, Mélanie Bordelot, Gabrielle Ariano. C'est des collègues que moi, je côtoie, que je considère comme des modèles, qui sont encore actifs aujourd'hui, puis que j'essaie pas d'imiter en soi, mais que je considère que c'est des gens qui ont une carrière qui est très respectable, qui est très noble, puis que j'essaie d'un peu suivre leurs traces. C'est quoi tes buts? C'est quoi tes objectifs des tournois ou des ligues que tu voudrais atteindre? En termes de tournois, c'est sûr que l'utopie, ça serait les Jeux olympiques, sauf que moi, je trouve que c'est un peu trop rêveur de penser aussi loin. Moi, mon but, c'est plus rapproché, plus court terme. Fait que c'est sûr que mon prochain but, ça serait d'aller au tournoi universitaire qu'on appelle communément le CIS en tant qu'arbitre. La saison dernière, je suis allée aux Jeux du Canada en tant qu'arbitre. Ça fait partie, c'est pas mal mon plus beau souvenir en tant qu'officiel. J'avais fait le match de la médaille de bronze comme officiel. Puis j'ai adoré mon expérience. Dans 3 semaines, je m'en vais au championnat national des moins de 18 ans. Donc je me prépare pour ce tournoi dans 3 semaines. Puis en espérant que ça se passe bien, puis que d'autres ouvertures s'ouvrent à moi pour le reste de la saison. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Cette semaine, à la chronique Sur la glace avec Jocelyn Vinet de Hockey Québec. Jocelyn, cette semaine, tu veux nous parler de repli défensif, mais en 2 situations différentes. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre le joueur en confiance dans une situation sans rondelle pour qu'il puisse apprendre à bien donner le contact physique ou la mise en échec corporel. Et par la suite, on va intégrer la rondelle pour être capable d'appliquer une bonne technique au bâton pour s'assurer que le joueur va être capable par la suite de récupérer la rondelle. Excellent, on va aller voir ça tout de suite. Alors, toujours dans mon exercice en repli défensif sans rondelle, cette fois-ci, on va mettre le joueur défensif dans un contexte de mise en échec corporel. Dans le but, encore là, de le mettre en confiance lorsqu'il applique sa mise en échec corporel contre un joueur offensif adverse. On y va? Go! Je m'approche, balayage, et j'utilise ma zone d'impact pour bien terminer ma mise en échec corporel. Même chose, 2 mains sur le bâton, balayage, mise en échec corporel. On s'assure d'immobiliser le joueur. On se retire. On n'oublie pas dans la mise en échec corporel, utiliser la zone d'impact. Deuxième exemple, go! Balayage et mise en échec corporel. Excellent. Dans notre deuxième situation pour le repli défensif, cette fois-ci, le joueur défensif doit appliquer une technique au bâton dans le but de faire perdre la rondelle à l'adversaire. De cette partie, de ce côté de situation, je suis un joueur gaucher, je vais utiliser le balayage. Si j'avais été droitier, j'utiliserais le soulevé du bâton. Alors, on y va tranquillement pour la première situation de contact physique. Go! Je patine, applique le balayage et bloque le passage au joueur, ce qui établit mon contact physique. C'est parti. Alors, on patine, 2 mains sur le bâton, balayage. Voilà, applique le contact physique. Alors, quand tu effectues le balayage, n'oublie pas de garder tes 2 mains sur le bâton dans le but de faire perdre la rondelle. Donc, on y va maintenant avec un joueur droitier pour le soulever du bâton. Go! Et devant lui pour bloquer le passage. Excellent! Contact physique. Alors, cette fois-ci, au niveau de la mise en échec corporel dans notre repli défensif, le joueur va donc utiliser le bâton pour faire perdre la rondelle à l'adversaire et compléter sa mise en échec corporel. Un joueur gaucher va utiliser le balayage, alors qu'un joueur droitier va tout simplement soulever le bâton de l'adversaire pour lui faire perdre la rondelle et compléter la mise en échec corporel. On est prêt? Go! Je patine vers lui, applique le balayage, mise en échec corporel. Et de cette façon-là, on est efficace au jeu défensif. On applique la mise en échec corporel. Go! On patine, 2 mains sur le bâton, balayage, mise en échec corporel. Excellent! Efficacité dans le geste technique. On se place pour le deuxième exemple. On patine vers le joueur, soulevé du bâton, applique la mise en échec corporel. Excellent! Maintenant qu'on a vu 2 situations de repli défensif,
Qu'est-ce qui est important de retenir? Bien, c'est surtout que le joueur défensif puisse avoir à patiner au-delà du joueur qui a la rondelle pour fermer la distance, donc l'entonnoir. Appliquer une bonne technique au bâton, soit le soulevé et le balayage sur la palette, et dans le but de récupérer la rondelle à la fin du jeu. Merci beaucoup, Jocelyn. On se voit la semaine prochaine. Lemieux et Gretzky, pourquoi? Tous les deux sont des joueurs offensifs. Gretzky a probablement des records plus élevés que Lemieux. Lemieux ou Gretzky? Gretzky. Mon choix, Mario Lemieux, pourquoi? Je dirais qu'il n'y a jamais eu les alliés que Wayne Gretzky a eu. Donc, souvent, il fallait qu'il se démène avec des joueurs moins de calibre. Pas mal pour ça. Ouais. Bien, ça serait Gretzky. Les prouesses, pas parce que j'aime pas Lemieux, mais ça a été un grand joueur lui aussi, mais Gretzky a révolutionné le hockey. Je pense qu'il mérite le joueur de tous les temps. Malheureusement, Gretzky. Étant donné que c'est un joueur ultra complet, qui dominait les parties, qui a fait preuve de beaucoup d'opportunisme avec 214 points, je pense, dans une saison. Très complet, changé. Son leadership sur la patinoire, tu le voyais aller, il était gracieux et tout ça. Bien que notre ami Lemieux était quand même excellent puis exceptionnel. Les deux sont bons, mais moi, j'ai bien aimé Gretzky. Là. Je suis plus vieux un petit peu. Là. Ça fait que c'est un joueur spécial. Les deux, c'est des joueurs spéciaux. Là. Fait que, moi, je pense que c'est Gretzky. 50-50. C'est deux joueurs différents, un de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Moi, j'ai joué avec Wayne Gretzky lorsqu'il jouait pour les New York Rangers. Lorsqu'il a terminé, j'étais à côté de lui dans la chambre. Alors, je peux dire que, écoute, même si j'étais un petit gars de Trois-Rivières, la province de Québec, très gentil avec moi, puis très facile d'approche. Le mieux. Je l'ai vu jouer son junior. J'allais le voir jouer à Drummondville. Il jouait pour le disons de Laval dans le temps. J'ai oublié le nom du club, mais le mieux, 100 000 $. Gretzky, sans aucun doute. Au niveau de sa compréhension de la game, au niveau du sixième sens que lui pouvait avoir au niveau de la patinoire, d'aller se positionner, non pas où ce que la rondelle est, mais où ce que la rondelle va aller. J'ai toujours admiré ce côté-là de Gretzky. Le mieux, un Québécois. Donc, fier partenaire de la province. Voilà pour une émission bien remplie. La semaine prochaine, le nouveau retraité, Martin Brodeur. Nous poursuivons nos visites du coulisses du hockey avec le Temple cette fois-ci, le Centre Bell avec Marie-Christine et Raphaël. Et le profil d'un joueur d'exception qui évolue dans la Ligue Midget 3A à 14 ans, Xavier Parent. Tout ça et encore plus la semaine prochaine à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu. Et de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.